Et lui s'est dit, elle va déposer plainte. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne veux pas retourner en prison. Il fait demi-tour, il roule à tombeau ouvert. Et alors que Laetitia n'est qu'à 300 mètres de chez elle, à quelques secondes, elle était dans sa chambre, à quelques secondes, elle était peut-être vivante. On m'a appelé sur mon portable, c'est par rapport à Laetitia. Elle a été kidnappée, votre enfant. Il a dit à Laetitia, t'interrête là ce soir, autrement tu verras ce que tu verras. Le contenu du SMS. Je t'appelle tout à l'heure, un truc grave à te dire. À quelques secondes, elle était dans sa chambre, à quelques secondes, elle était peut-être vivante. Et là, c'est une vision d'horreur qu'ont les gendarmes. J'ai jamais vu d'accusé qui se comporte avec autant de plaisir dans un box d'accusés. Je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rage, j'ai pas envie de le tuer parce que je serai jamais comme lui. Parce que je suis pas un tueur. Lui, c'est un tueur. Il est 7 h du matin lorsque Jessica Perret, 19 ans, part à l'école. En ce jour de janvier 2011, il fait encore frais à Pornic, près de Saint-Nazaire. La jeune fille n'imagine pas une seconde ce que la journée lui réserve. Et là, elle fait à peine 100 mètres et elle voit, ça lui saute au visage, le scooter, un scooter couché. Elle s'en approche parce que sa sœur a le même. Et là, elle a tout de suite le choc des chaussures, des deux chaussures de Laetitia. Aucune trace de Laetitia, à part ses baskets abandonnées de part et d'autre du scooter. Paniquée, Jessica se précipite vers la maison de ses parents d'accueil. La jeune fille sent que quelque chose de grave est arrivé à sa sœur jumelle. Elle prend son portable, elle appelle sa sœur, mais sa messagerie est éteinte. La mère d'accueil de Laetitia appelle alors les secours. Il est 7 h 43. 15 minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur place et découvrent un indice très inquiétant. Il remarque que sur l'arrière du scooter, la partie du carénage arrière gauche est tamponnée, fendue. Enfin, il y a eu un choc. Donc là, les traces... Un accident de la route, à 300 mètres de son domicile. Laetitia est-elle tombée toute seule ou a-t-elle été volontairement percutée? Et surtout, où est-elle passée maintenant? Pour trouver des indices, les gendarmes perquisitionnent la chambre de la jeune fille dans la maison de sa famille d'accueil. Et en fouillant dans ses affaires, ils ne vont pas tarder à faire une découverte macabre. Il découvre des lettres, et notamment une lettre particulièrement noire, écrite par Laetitia, où elle parle de mettre fin à ses jours, elle a des idées de suicide, et elle parle même de sa succession. Laetitia se serait-elle suicidée? Impossible, sa famille d'accueil est catégorique. D'après eux, la jeune fille était heureuse de vivre et ne se serait jamais donné la mort. Donc on va faire aussi des recherches dans les alentours de la maison pour savoir, eh bien, si elle ne s'est pas suicidée, ça va rien donner du tout et on va écarter assez rapidement la piste du suicide. Le scooter accidenté et surtout les chaussures de Laetitia laissées sur place orientent les enquêteurs vers la piste criminelle.
Les gendarmes vont privilégier très vite l'hypothèse d'un enlèvement. C'est pas une disparition volontaire. On part pas sans ses chaussures en laissant son scooter par terre, accidenté, et en emmenant son casque. Ça tient pas debout. Une course contre la montre commence alors pour retrouver la jeune fille de 19 ans. Car les gendarmes ont la conviction que Laetitia a été kidnappée et qu'elle est séquestrée quelque part dans la région. La bernerie est en ébullition à la suite de la disparition de Laetitia. Toute la journée du 19 janvier va être une journée de grande agitation dans cette station balnéaire qui est évidemment extrêmement morte en hiver. Voici Franck Perret. C'est le père biologique de Laetitia. L'homme se souvient de ce jour où il apprend la disparition de sa fille. On m'a appelé sur mon portable. C'est par rapport à Laetitia. Elle a été kidnappée, votre enfant. J'ai filé aussitôt. J'ai pris ma voiture aussitôt. J'ai fait Nantes-Pornic un quart d'heure. Il fallait que je sache. Comme il est d'usage dans ces cas-là, les gendarmes fouillent dans le passé de Laetitia. Et ils découvrent la vie plus que tourmentée de cette jeune fille de 19 ans. Car si elle apparaît aujourd'hui pleine de vie et joyeuse, l'enfance de Laetitia et de sa sœur jumelle a été très difficile. Elles n'ont que 6 mois lorsque leurs parents se séparent. Après la séparation de leurs parents, dans un contexte de violence, elles ont été dans un premier temps confiées à leur père en raison de la fragilité de leur mère. Dans un premier temps, c'est Franck Perret, le père biologique, qui obtient la garde des 2 fillettes. Mais l'homme est dépassé. À l'âge de 8 ans, les services sociaux décident donc de placer les jumelles dans une famille d'accueil. Ce sont Gilles Patron et sa femme Michel qui sont chargés de leur éducation. Pour autant, les 2 sœurs continuent de voir de temps en temps leur père biologique. À sa majorité, Laetitia décroche un contrat d'apprentissage comme serveuse dans un hôtel de la région. Elle semble épanouie et ne gardait aucune séquelle de cette enfance chaotique. C'était une fille adorable, elle était mignonne, toujours le sourire, toujours là pour rigoler, toujours là pour réconforter les autres aussi. C'était une bosseuse, elle en voulait dans son boulot. Elle était très courageuse. Quand j'ai su qu'elle avait un travail en restauration, et je l'ai vue travailler, ça m'a fait plaisir de voir en moi un enfant qui travaille. Laetitia était serveuse ici, à l'hôtel de Nantes, à Pornic. Alors, les gendarmes vont s'attacher à reconstituer son emploi du temps la veille de sa disparition, le 18 janvier. Donc le 18 janvier, elle est arrivée à l'heure, elle a fait son service, tout allait bien. D'après les 2 hôteliers, Laetitia a ensuite quitté l'établissement à 15 h pour prendre sa pause. Habituellement, la jeune fille rentre chez elle, mais là, bizarrement, ce n'est pas le cas. En épluchant ses relevés téléphoniques, les gendarmes vont trouver la réponse. Cet après-midi-là, Laetitia avait un rendez-vous amoureux avec un jeune homme, un certain Jocelyn, âgé de 19 ans. Alors, ce garçon aurait-il un lien avec la disparition de Laetitia? Ça va devenir forcément, pour les gendarmes, le premier suspect. Les gendarmes retrouvent ce Jocelyn et l'interrogent. Et là, bingo, Jocelyn dit, mais moi, cet après-midi, j'étais avec Laetitia. Il est venu la chercher en voiture, il l'a emmenée dans un endroit un petit peu isolé, et ils ont eu une relation intime, une relation sexuelle, tous les 2. Ensuite, Jocelyn raconte avoir déposé Laetitia sur le front de mer. Le jeune homme est formel. D'après lui, Laetitia l'a quitté à 17 h. Et depuis, il ne l'a jamais revue. Les gendarmes vont vite s'apercevoir que le jeune homme dit vrai. Ils vont se rendre compte qu'il a un vrai alibi et que son portable, en fait, borné à d'autres endroits que là où était Laetitia dans la journée. Ce premier suspect, qui paraissait un beau client, comme on dit chez les gendarmes, eh bien, est rapidement écarté. Toujours est-il que Laetitia, d'après les déclarations de Jocelyn, a été déposée sur cette plage à 17 h. Alors que s'est-il passé ensuite? Laetitia a-t-elle fait une mauvaise rencontre?
Contre toute attente, la chance va sourire aux enquêteurs grâce à l'un des amis de la jeune fille, William. Les gendarmes vont faire un grand pas en avant lorsqu'ils vont pouvoir entendre William. William, c'est à la fois le meilleur ami et le confident de Laetitia. Et le jeune homme va fournir des informations inespérées aux gendarmes. Le jour de la disparition de Laetitia, il a échangé plus de 150 textos avec la jeune fille. Maintenant, les enquêteurs vont pouvoir reconstituer minute par minute ce qu'elle a fait en cette fin d'après-midi du 18 janvier. À 17h, après que Jocelyn l'ait déposée sur la plage, Laetitia envoie un premier SMS à William. Les gendarmes savent par William qu'elle est partie se promener sur la plage, parce qu'elle le tient informé par SMS. Et que sur cette plage, elle va rencontrer un type dont on ne connaît pas ni le prénom ni évidemment le nom, plus âgé qu'elle, une trentaine d'années environ, qui l'a draguée sur la plage, qui lui a dit qu'elle était belle, qui a voulu la prendre en photo, enfin un plan drague assez classique. À 17h30, Laetitia écrit à William qu'elle est dans ce bar, le Barbe Blues, en compagnie de ce mystérieux individu dont elle ne cite jamais le prénom. Tout se passe plutôt bien, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans les messages de William. Elle a l'air sereine, peut-être contente d'être séduite par un homme beaucoup plus âgé. À 17h55, Laetitia quitte le bar, toujours en compagnie de cet homme. C'est à ce moment-là que monsieur et madame Deslandes, les patrons de l'hôtel où travaille Laetitia, et Steven, leur cuisinier, les croisent. Et à en croire leur témoignage, le mystérieux inconnu leur aurait fait très mauvaise impression. Elle était avec ce monsieur très enlacé. Je ne sais pas si c'était proche ou non, si forcé ou non, on ne sait pas sur le coup. Ce monsieur très bizarre, l'allure suspect, c'était limite peur. Et en passant à côté, le cuisinier va surprendre des bribes de leur conversation. Il a dit à Laetitia, t'interrête là ce soir, autrement tu verras ce que tu verras. Menaces, plaisanteries, difficile à dire pour Steven. Après le soir, dans le service, j'ai demandé à Laetitia, juste par curiosité, qui c'était. Elle n'a pas voulu m'en dire un mot. Pourquoi la jeune fille habituellement si expansive est-elle si mystérieuse? Aurait-elle reçu des menaces? En tout cas, ce soir-là, Steven sent que Laetitia lui cache quelque chose. Normalement, Laetitia, je la raccompagne tous les soirs. On se suit parce que c'est notre route. Et après, je file chez moi. Et ce soir-là, elle est restée à parler avec monsieur et madame Deslandes. Et je suis rentré avant. À 21h30, Steven, le cuisinier, rentre donc chez lui, seul, en scooter. Lorsqu'il va remarquer un véhicule Peugeot, une 106 blanche, qui le suit. Ça m'a fait bizarre, mais je ne suis pas inquiété, ça peut arriver. Plus loin sur la route, elle me suivait tout le temps, elle me klaxonnait. C'est alors que tout aurait basculé. D'après Steven, le trajet tourne à la course-poursuite. Et sur quelques kilomètres, elle m'a serré sur la droite, elle m'a forcé à m'arrêter. Donc je me suis arrêté par force. Il m'a demandé où est-ce que était Laetitia, j'ai dit qu'elle était à l'hôtel de Nantes. Et il m'a dit il y a intérêt. Et sur le coup, j'ai reconnu le monsieur qui était avec Laetitia le soir même à 18h30. Il était très énervé, très énervé. Il est parti très vite. Et puis il a été la rejoindre, je pense, à l'hôtel de Nantes. Qui est cet homme fou de rage qui cherchait Laetitia? Pour le moment, les gendarmes n'ont que très peu d'indices. Ils savent seulement qu'il aurait une trentaine d'années, qu'il conduit une 106 blanche et qu'il a un profil inquiétant. Cela fait maintenant 8 heures que Laetitia a disparu. Les gendarmes vont alors interroger tous ceux que la jeune fille a croisés ce jour-là, en commençant par les habitués du Barbe Blues. Ce bar, souvenez-vous, où Laetitia avait bu un verre en compagnie de cet individu suspect le soir de sa disparition. On sait que la jeune fille en est sortie vers 18h. Mais les enquêteurs vont apprendre qu'elle y est retournée après son service vers 22h30. Toujours en compagnie du mystérieux inconnu. Et là, la soirée aurait quelque peu dégénéré.
Et d'ailleurs, les employés vont même dire qu'il y a eu une espèce de début de bagarre au cours de laquelle l'individu de 30 ans a voulu s'en mêler. Il est exactement 23h30. De l'avis des employés du bar, l'homme qui est avec Laetitia est violent. Cela ne fait pas de doute. Les gendarmes poursuivent leur enquête et font le tour des quelques bars encore ouverts à cette heure tardive. Ils retrouvent ainsi la trace de Laetitia au quai 46, un bar sur le port de Pornic. Et là, il y a du personnel qui s'en souviennent très bien. Ils disent « mais oui, mais bien sûr, ils sont venus, il était au moins 23 heures, ils sont restés un moment. D'ailleurs, c'était un couple un peu atypique parce qu'elle disait rien, elle était dans son coin. Elle a passé quasiment tout son temps à ne pas lui adresser la parole et à envoyer des textos. » De multiples SMS dont le destinataire n'est autre que William, le confident de Laetitia. Et plus la nuit avance, plus les messages qu'elle envoie sont inquiétants. Et elle lui dit, elle donne plusieurs informations, qu'elle est toujours avec le type, qu'elle a bu, qu'elle a sniffé de la coke et qu'elle est à une fête et qu'elle le rappellera tout à l'heure. Il est près de minuit lorsque Laetitia quitte le bar en compagnie de l'inconnu. Quant à William, il n'aura plus de nouvelles de son ami pendant plus d'1 heure. À minuit et demi, Laetitia lui envoie un dernier message, une espèce d'appel au secours. Le contenu du SMS, je t'appelle tout à l'heure, un truc grave à te dire. Mais que s'est-il passé entre Laetitia et l'inconnu de la plage? La jeune fille n'en dira pas plus à William. Et les minutes vont passer. Et William va tenter de la joindre. Et son portable à Laetitia ne répond pas. Et enfin, 1h du matin, dernier appel de Laetitia à William, où elle lui annonce qu'elle a quasiment plus de batterie, qu'elle va rentrer chez elle, et elle termine en disant « J'ai été violée, je t'expliquerai ça tout à l'heure ». Laetitia ne rappellera jamais. Son téléphone portable s'éteint à 1h04 exactement pour ne plus jamais se rallumer. Les gendarmes ont réussi à reconstituer en grande partie l'emploi du temps de Laetitia. En revanche, ils n'ont toujours aucun élément leur permettant d'identifier l'inconnu de la plage qui, semble-t-il, a enlevé la jeune fille. Cette identification, c'est une course contre la montre, parce qu'il faut la retrouver et peut-être qu'on a encore une chance de la retrouver vivante si on va vite. Les gendarmes entendent à nouveau Steven, le cuisinier. C'est un témoin capital, car il a bien vu l'individu qui était avec Laetitia le soir de sa disparition. Il l'a tellement bien vu que les gendarmes vont lui demander de participer à la création d'un portrait robot. Avec ce portrait robot, les gendarmes retournent dans les bars où Laetitia a été vue en compagnie du mystérieux individu. Assez rapidement, il y a des clients qui vont dire « mais oui, évidemment, on connaît que lui. C'est Tony Meillon, il circule à bord d'une 106 blanche et il habite dans une caravane à Arthon-en-Ray. » Tony Meillon, 31 ans, un homme bien connu des services de police, un multirécidiviste déjà condamné pour viol, un prédateur particulièrement dangereux. Ils ont un nom, ils ont une description. Maintenant, il va falloir l'interpeller très rapidement et sauver Laetitia si elle est toujours en vie. 6h du matin, le lendemain de la disparition de Laetitia. Étant donné la dangerosité du personnage qu'il s'apprête à interpeller, ce sont les membres du GIGN, le groupe d'élite de la gendarmerie, qui sont chargés de l'arrestation de Tony Meillon. L'homme vit dans une caravane située sur un champ appartenant à l'un de ses amis. Gendarmerie, les mains en l'air! Surpris en plein sommeil, Meillon n'a pas le temps de riposter. Mais si l'arrestation du suspect ne pose pas de problème, en revanche, l'espoir de retrouver Laetitia vivante s'évanouit. Car visiblement, il n'y a aucune trace de la jeune fille près de la caravane. Alors les hommes de l'identité criminelle s'intéressent à la voiture de Tony Meillon
la fameuse 106 blanche. Tout d'abord, elle est volée, c'est une voiture qui est volée. Ensuite, les gendarmes vont ouvrir le coffre de la Peugeot 106 et découvrir à l'intérieur du sang en pagaille, énormément de sang à l'arrière de ce véhicule. Les enquêteurs craignent le pire. Pourrait-il s'agir du sang de Laetitia? Les prélèvements sont immédiatement envoyés au laboratoire. Mais il y a un autre détail qui attire l'attention des gendarmes. La voiture de Tony Meillon présente la trace d'un accident récent. L'avant de la Peugeot 106 supporte une trace de peinture d'une autre couleur que celle du véhicule et qui correspond en revanche à la couleur du scooter de Laetitia. Et ce n'est pas fini. D'autres indices sont retrouvés juste à côté de la caravane. Plus inquiétant cela. Un peu plus loin, ils vont retrouver un espèce d'ancien foyer, comme si on avait brûlé quelque chose. Il y a un caddie qui est calciné. À l'intérieur, il y a des outils qui sont rouillés par le feu. Des outils, c'est une scie à métaux, une hache, un coupe-boulon et un couteau. Que s'est-il passé ici? Ce lieu a-t-il été le théâtre d'un crime particulièrement abominable? Qu'est-il donc arrivé à Laetitia? En fouillant et en tamisant les cendres du foyer, les gendarmes vont découvrir une petite boucle d'oreille qui a brûlé. Immédiatement, les enquêteurs convoquent Jessica, la sœur de Laetitia, afin de lui montrer la boucle d'oreille. Et là, malheureusement, la pauvre Jessica va dire oui, c'est la boucle d'oreille de ma sœur. Malgré ces découvertes inquiétantes, Franck, le père de Laetitia, sillonne la région à la recherche de sa fille. Il espère toujours la retrouver vivante. Pourquoi je garde espoir? Parce que c'est ma fille. Parce que je l'aime. C'est ça. L'espoir, c'est retrouver son enfant, c'est... faut qu'on retrouve son enfant. À tout prix, par n'importe quel moyen. Désespéré, Franck va même consulter une voyante. Elle lui dessine Laetitia, lui dit qu'elle est vivante et qu'elle se trouverait près d'un cours d'eau. On a été chez des personnes, demandé si vous l'avez pas vue, on avait une photo. On allait même dans les propriétés privées. J'étais avec mon frère, avec des amis, on l'a appelé. Laetitia était par là, dans le noir. Il était 2h, 3h du matin, on l'a appelé. Mais à chaque fois, la réponse est toujours la même. Personne n'a vu Laetitia. La jeune fille a disparu depuis maintenant 36 heures. Pour les gendarmes, il n'y a qu'une seule personne qui peut les aider à la retrouver. C'est Tony Meillon. Il est 8 heures du matin lorsque son interrogatoire commence. Et les gendarmes sont face à un mur. Se réveiller là. Car l'homme déjà condamné à plusieurs reprises est rompu à l'exercice de la garde à vue. Et en garde à vue, Tony Meillon ne dit pas un mot. Il reste muré, prostré dans une espèce de silence épais. Il est assis sur sa chaise, il regarde les gendarmes, mais il leur dit rien. Alors les gendarmes examinent son téléphone et ils vont faire une découverte capitale. Sur le téléphone portable de Tony Meillon, ils vont découvrir 3 photos. 2 photos de Laetitia et puis une photo de leur rencontre sur la plage, à la Bernerie, où ils étaient ensemble, où ils s'étaient rencontrés. Ça commence à être lourd pour Tony Meillon. Mais c'est pas tout. Il y a également un SMS. Un SMS qui a été envoyé à 4h17 du matin. 4h17 du matin, où il dit en gros « Excuse-moi pour ma conduite et mon empressement, c'est pas dans mes habitudes de forcer comme ça les choses, mais je peux attendre comme tu me l'as demandé, et j'espère que tu ne sauras garder de cette soirée que les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs. Bise, Tony. » Au pied du mur, Meillon se décide enfin à parler. Oui, il l'a rencontrée sur la plage.
Oui, ils sont allés au Barbe Blues ensuite, ils ont discuté. Et puis il l'a ramené. Tony Meillon tente de minimiser les faits. D'après lui, sa rencontre avec Laetitia était un véritable rendez-vous amoureux. Pour preuve, il lui a même fait un cadeau. Des gants qu'il lui aurait achetés dans l'après-midi pour lui offrir le soir même à la fin de son service. À 22 h, il aurait donc retrouvé Laetitia devant l'hôtel-restaurant où elle travaillait. Il raconte qu'ensuite, ils ont fait la tournée des bars ensemble. Puis, vers 1 h du matin, il aurait déposé Laetitia devant l'hôtel pour qu'elle puisse récupérer son scooter. Il serait ensuite reparti seul, au volant de sa voiture. Chemin faisant, je me suis aperçu qu'elle avait oublié de prendre les gants que je lui avais offerts. J'ai fait demi-tour pour la rattraper, lui donner ses gants. La suite du récit de Tony Meillon est pour le moins édifiante. En tentant de rattraper Laetitia, il aurait décidé de fumer un joint. Et c'est là que tout aurait basculé. Le joint est tombé par terre, il a voulu le ramasser. Et lorsqu'il s'est redressé, il a percuté un scooter. Selon Tony Meillon, il s'agirait donc d'un fâcheux accident de la route. Seulement, ce qu'il va faire ensuite est surréaliste. Je me suis précipité, j'ai été voir, j'ai constaté qu'elle était morte. Je l'ai mise dans le coffre de ma voiture et j'ai été jeter le corps par-dessus le pont de Saint-Nazaire, dans la Loire. Même si cette version ne convainc pas les enquêteurs, Tony Meillon vient de franchir une étape dans sa garde à vue. Il reconnaît la mort de Laetitia. Immédiatement, les gendarmes se rendent sur le pont de Saint-Nazaire, l'endroit d'où Tony Meillon dit avoir jeté le corps de Laetitia. Ils survolent la zone en hélicoptère, draguent le fond de l'estuaire à la recherche du corps de la jeune fille, en vain. Et les enquêteurs vont vite avoir la certitude que Tony Meillon leur a menti, et cela pour une raison simple. Ils vont regarder les caméras de surveillance, car il y a plusieurs caméras de surveillance sur le pont, et aucune 106 blanche n'est passée dans le créneau horaire indiqué par Tony Meillon. Donc, ils se disent, il nous a menti. Alors, quelle est cette terrible histoire qui se cache derrière les mensonges de Tony Meillon? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir. Dans les locaux de la gendarmerie de Pornic, alors que Tony Meillon refuse d'en dire plus, les gendarmes convoquent un repris de justice qui connaît bien le suspect, un certain Nicolas, et l'homme va leur faire des révélations capitales. Il leur explique que le lendemain de la disparition de Laetitia Perret, eh bien, il a reçu un coup de fil de son copain, Tony Meillon, qui a dit « on se donne rendez-vous sur le parking d'un supermarché ». D'après cet homme, Meillon voulait régler une histoire d'argent liée à un trafic de drogue. Ce jour-là, Meillon semblait particulièrement perturbé et inquiet. Nicolas aurait même remarqué que ses mains étaient noires de suie. Et voici ce que Meillon aurait répondu. Il explique à Nicolas que dans la nuit, il a eu un accrochage avec sa voiture, qu'il a renversé quelqu'un, qu'il l'a tué. Et que du coup, il a été obligé de le découper en morceaux. Et il dit d'ailleurs, le corps est là, dans le coffre de la voiture. Et le fameux Nicolas en attestera, dira « J'ai vu 2 énormes poubelles avec des sacs noirs à l'intérieur. » Le témoignage de Nicolas inquiète les gendarmes. Qu'y avait-il vraiment dans ces 2 sacs poubelles? Seul Tony Meillon connaît la réponse, mais impossible de lui faire avouer quoi que ce soit. Il faudra attendre la fin de la garde à vue pour assister à un incroyable rebondissement. Meillon, le mutique, seul dans sa geôle, va provoquer le gendarme de garde. Il se met à chanter, il se dandine sur son banc, en chantant « Ah Laetitia, qu'est-ce que t'étais bonne et de toute façon, ils sauront jamais ce que t'es devenue si je leur dis pas. Et puis t'es pas ma première victime, j'en ai eu d'autres, j'en ai tué d'autres. » Et il chante, et il chante, et il chante.
Alors, le gendarme a le réflexe d'enregistrer sur son téléphone portable ces espèces d'aveux chantés. Ils deviendront un élément à charge dans le dossier. Meillon est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nantes. Ce n'est pas la première fois que Tony Meillon est incarcéré. À 31 ans, il a déjà passé 13 années derrière les barreaux. Car l'itinéraire de ce multirécidiviste commence à Nantes en 1982. C'est ici qu'il est né et qu'il va grandir dans une famille particulièrement instable. On a un père qui a disparu un peu de la circulation quand il avait 3 ou 4 ans, un beau-père qu'il décrit comme violent, agressif, rejetant, et qu'il a lui-même détesté, je dirais même plus, haï. Commence alors l'errance. Tony Meillon est incontrôlable, à tel point que même ses frères et sœurs déposent plainte pour violence contre lui. À l'âge de 13 ans, il est placé en foyer et l'escalade ne fait que commencer. Quand il est adolescent, c'est la bagarre permanente, les vols. À 17 ans, Meillon fait son premier séjour en prison pour vol et violence. De la délinquance au crime, il n'y a qu'un pas que Meillon va franchir. La dernière affaire, il l'a commise à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire que même quand il est en prison, il n'arrive pas à se tenir tranquille, puisqu'il s'agit du viol de son codétenu. Alors il y a peut-être une explication pour comprendre pourquoi Laetitia a suivi Tony Meillon ce soir de janvier 2011. L'histoire de 2 jeunes gens au destin brisé. Celui d'un jeune homme en manque de repères et celui d'une enfant dont les parents n'ont pas pu s'occuper. Il est évident que Tony Meillon a rencontré, et je ne crois pas que ce soit un hasard, une jeune fille qui, elle-même, avait vécu des traumatismes. À la fois, ils avaient en commun cette histoire douloureuse, je pense qu'ils en ont parlé. Et je suis certain qu'à certains égards, Tony Meillon a pu toucher le cœur de Laetitia en évoquant un parcours de vie qui peut-être lui faisait penser à elle-même à certains égards. Mais je sais aussi que leur histoire est différente parce que Laetitia n'avait pas fait, elle, le choix de l'ombre. Elle avait fait le choix de la lumière. Laetitia et Tony se sont croisés par hasard sur une plage et cette rencontre n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. Car à l'époque des faits, Tony Meillon était en liberté conditionnelle sous le coup d'une condamnation pour viol. La justice aurait-elle commis une faute en libérant le criminel? La famille d'accueil de Laetitia en est persuadée. Le 23 janvier 2011, 4 jours après la disparition de Laetitia, Gilles Patron, le père d'accueil de la jeune fille, exprime son désarroi face aux caméras. C'est affreux. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est les juges qui remettent pas des traqués à la porte, quoi. Il a pris la vie de Laetitia, il nous prend notre vie aussi, puisque c'est vraiment écœurant. L'espoir de la retrouver vivante, vous y pensez encore? Non, plus maintenant. Non. Le cri de détresse de cet homme émeut la France entière. L'affaire prend une ampleur nationale. Même le président de la République prend parti et cherche des coupables. Les juges qui ont décidé de libérer Tony Meillon sont sur la sellette. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. À la suite de cette intervention, Gilles Patron, le père d'accueil de Laetitia, est reçu à l'Élysée. Il est devenu en quelques jours le porte-étendard de la révolte contre la justice. Seulement, ce que tout le monde ignore à ce moment-là, c'est que cet homme n'est peut-être pas le bon père de famille qu'il semble être devant les caméras. Et cela, les gendarmes vont le découvrir plus tard. Pour l'heure, la priorité est encore de retrouver le corps de Laetitia. 12 jours après sa disparition, un témoignage va venir relancer l'enquête. C'est celui de Céline, une ancienne compagne de Tony Meillon. C'est elle qui va mettre les gendarmes sur une piste intéressante. D'après elle,
Tony aimait la pêche et fréquentait un étang en particulier, le Trou Bleu, à Lavaux-sur-Loire. Un étang que Tony Meillon connaît depuis qu'il est gamin, dans lequel il a toujours pêché, et un étang dans lequel il aime bien aller en été, passer une soirée, pique-niquer, emmener ses copines. Les plongeurs de la gendarmerie explorent donc le fond de cet étang particulièrement profond. Et puis à un moment, les hommes grenouilles vont remonter une caisse, un casier fabriqué avec du grillage, lesté avec un parpaing. Et là, c'est une vision d'horreur qu'ont les gendarmes. C'est une vision cauchemardesque parce que dans ce grillage, il y a 2 jambes, une tête et les bras. Le corps parti de la dépouille de Laetitia. Les restes du corps de la jeune fille seront découverts 3 mois plus tard dans un autre étang de la région. Les gendarmes attendent maintenant la réponse à une question terrible. Comment Laetitia est-elle morte? Était-elle vivante au moment où elle a été découpée? Le corps de la jeune fille est transféré à l'Institut médico-légal. Et les médecins sont formels. Comme le pressentaient les enquêteurs, Tony Meillon leur a menti. Non, Laetitia n'est pas morte en chutant de son scooter. Elle a été blessée à la cheville, mais c'était simplement une blessure et vraisemblablement, elle était encore consciente. En réalité, les légistes établissent que Laetitia Perret est morte étranglée à main nue. Et que là, son tueur, son assassin, s'est acharné de manière sauvage, irrationnelle, en la poignardant à 44 reprises. Et ce n'est pas tout. Les médecins trouvent aussi des traces de viol. On retrouve dans la bouche de cette malheureuse jeune fille des traces qui laissent imaginer qu'elle a été contrainte à faire une fellation qui n'a pas été menée à son terme. Et sur ces traces, le laboratoire identifie un ADN, et c'est justement celui de Tony Meillon. Il n'y a donc malheureusement plus aucun doute sur le calvaire qu'a vécu Laetitia Perret avant sa mort. Même si Tony Meillon continue de se murer dans le silence, au vu de toutes leurs investigations, les gendarmes élaborent le scénario de ce meurtre particulièrement barbare. Souvenez-vous, la dernière fois où Laetitia et Tony ont été vus ensemble, c'était à Pornic, dans un bar de nuit, le quai 46. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire aurait dérapé. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est la peur? Elle va le suivre dans cette caravane perdue au milieu de nulle part, ce type qu'elle ne connaît pas et qui lui fait peur. Ensuite, arrivé dans cette caravane, il veut avoir une relation sexuelle avec elle. Seulement Laetitia ne se serait pas laissé faire. Furieux, Tony Meillon l'aurait brutalisée avant de se raviser. Il l'a ramenée à son scooter à l'hôtel de Nantes. Il est 1h du matin. C'est à ce moment-là que Laetitia appelle William Je me suis faite violer. et lui dit qu'elle a été violée. Elle monte sur son scooter, après avoir perdu sans doute un peu de temps, de précieuses secondes, ou peut-être même une précieuse minute, à téléphoner. Il lui reste 3 km à faire pour se mettre à l'abri chez elle. Tony Meillon, lui, serait reparti de son côté, en voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait réalisé qu'elle risquait de le dénoncer. Et lui s'est dit, elle va déposer plainte. Je peux pas la laisser comme ça. Je veux pas retourner en prison. Il fait demi-tour, il roule à tombeau ouvert. Et alors que Laetitia n'est qu'à 300 mètres de chez elle, à quelques secondes, elle était dans sa chambre, à quelques secondes, elle était peut-être vivante. Et là, Tony Meillon arrive comme un fou avec sa voiture. Il la tamponne, elle chute, il la met dans le coffre. Meillon aurait alors ramené Laetitia dans sa caravane à Arton-en-Ré.
Il va l'étrangler, la poignarder à 44 reprises. Et puis il va la démembrer. Pour effacer les traces, Meillon aurait brûlé les affaires de Laetitia et les outils qui auraient servi à son assassinat. Puis, pour se créer un alibi, il aurait envoyé le fameux message d'excuse sur le téléphone de Laetitia. C'est en tout cas la version des gendarmes. Puis, à l'aube, il serait allé jeter le corps mutilé dans 2 étangs à 60 km de chez lui. Le 25 juin 2011, toute la presse nationale se retrouve au petit cimetière de la Bernerie en Ray pour assister aux obsèques de Laetitia. Tout le village est là pour rendre un dernier hommage à cette jeune fille qui a connu une fin injuste et abominable. Il y a beaucoup de choses que je mets sur sa tombe. Laetitia. Je mets des fleurs. J'ai mis un ange blanc. Et c'est marqué à ma fille. Laetitia est toujours là. Je ne pourrai jamais la faire oublier de ma mémoire, de mon cœur. Elle est toujours présente, c'est comme si elle était vivante. Là, en ce moment. Laetitia, elle est là. Elle n'est pas partie. Alors que tout le monde attend que Tony Meillon soit jugé, l'affaire va connaître un rebondissement incroyable. C'est une amie de Laetitia qui déclenche l'affaire. La jeune fille se présente à la gendarmerie. Elle explique qu'avant sa mort, Laetitia lui a fait une terrible confidence. Gilles Patron, son père d'accueil, l'aurait abusée alors qu'elle était mineure. Et repris par tous les médias. Elle m'a dit que ça s'était passé, que ça datait, qu'il n'y avait sûrement pas que elle qui avait vécu ça. Les gendarmes entendent alors Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. Ça déclenche chez Jessica une espèce d'autorisation, elle aussi, de dire, bien pire que des attouchements, mais les viols qu'elle subit depuis qu'elle a 13 ans de la part de Gilles Patron. Gilles Patron, c'est cet homme qu'on a vu devant toutes les caméras, qui cherchait à savoir où était sa fille, qui ne comprenait pas les dysfonctionnements de la justice, qui ne comprenait pas que Tony Meillon n'ait pas été suivi, qu'il soit récidiviste. Et voilà que cet homme qui avait été porté par l'opinion publique comme un héros, voilà qu'il est accusé de viol. 15 août 2011, je suis appelé sur mon portable par un service de gendarmerie. Il s'agit de la brigade de recherche de Saint-Nazaire, qui me dit « Merci de nous rappeler, Gilles Patron est en garde à vue ». L'espace d'un instant, je crois une plaisanterie pas drôle. Vous voyez, comment la première victime de France, reçue à l'Élysée, à 2 reprises par le chef de l'État, pourrait être placée en garde à vue, ça me paraît totalement improbable. Gilles Patron commence par tout nier. Puis, en garde à vue, il confirme une partie des faits. Gilles Patron admettra une relation délibérée, consentie, entre deux, depuis la majorité de celle-ci. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qui s'est passé. Il est immédiatement maintenu en garde à vue, interrogé, puis présenté à un juge d'instruction. Gilles Patron, cet homme qui hier encore criait son désespoir, aurait caché un terrible secret. Ce nouvel épisode judiciaire sordide se rajoute à l'horreur de la mort de Laetitia. Pour tous, c'est l'incompréhension. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi Laetitia et sa sœur seraient-elles restées des années dans une famille où elles auraient été abusées dans la plus totale impunité? Je pense que les 2 jeunes filles
ont eu à cœur de rester là où elles pensaient que ce serait moins pire. Elles étaient dans une famille dans laquelle elles avaient trouvé un quotidien qui était à la fois marqué par les abus sexuels, donc une relation complètement viciée avec le père d'accueil, mais elles étaient reconnues dans une place familiale qu'elles n'avaient nulle part. Et je ne sais pas si un être humain peut faire le pari de lâcher ses repérages affectifs pour rien. Gilles Patron, le père d'accueil de Laetitia, est mis en examen pour viol. Il est aujourd'hui dans l'attente de son procès. Mais pour le moment, c'est un autre homme qui a rendez-vous avec ses juges, Tony Meillon. Son procès s'ouvre à Nantes le 22 mai 2013. C'est le procès de l'année. Plus d'une centaine de journalistes couvrent l'événement. Tony Meillon encourt la prison à perpétuité. Tous les proches de Laetitia sont là. Et les gens sont venus en masse à la fois pour soutenir la famille de Laetitia et puis pour voir le monstre. Tony Meillon arrive escorté par le RAID, l'unité d'élite de la police. Pendant ces 2 années de prison, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Pourtant, dans la salle d'audience, l'homme semble impassible. Dans le box, c'est un homme d'une trentaine d'années, plutôt amaigri, arrogant, sûr de lui-même, qui a réponse à tout qui apparaît. Il ne m'impressionne pas du tout. Je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rage, je n'ai pas envie de le tuer parce que je ne serai jamais comme lui. Parce que je ne suis pas un tueur. Lui, c'est un tueur. C'est un prédateur. Dès le début du procès, Meillon tient à avoir le rôle principal, allant jusqu'à promettre aux jurés de faire éclater toute la vérité. Tony Meillon a décidé d'être dans une toute-puissance exceptionnelle. J'ai jamais vu d'accusé qui se comporte avec autant de plaisir dans un box d'accusés. À l'évocation des faits, Meillon ne reconnaît pas le démembrement ni les coups de couteau dans le dos de sa victime. Et son attitude fait frissonner l'Assemblée. Tony Meillon a eu une vraie jouissance à raconter des moments sexuels avec Laetitia. En faisant passer Laetitia pour une fille assez délurée. Meillon parade devant les jurés, se contredit, s'embrouille. Et pour minimiser son rôle, il s'invente même un complice. Tony Meillon invente un monsieur X qui est l'homme qui aurait fait le sale boulot. Alors, c'est intéressant de voir ce que Tony Meillon considère le sale boulot. C'est le boulot qui évidemment nous fait peur, très peur, c'est le découpage du corps. Monsieur X, il fait le boulot que lui-même ne peut pas reconnaître à froid. C'est presque, on pourrait dire, un mensonge infantile, un mensonge comme les enfants qui nous racontent des histoires extraordinaires pour ne pas reconnaître que c'est eux qui ont fait le coup. Au fil des jours d'audience, Meillon continue inlassablement de nier. Il est toujours en difficulté par rapport aux experts, par rapport aux constatations. Finalement, au procès, on a le même homme qu'au premier jour. Quelqu'un qui a commis le pire et qui n'assume rien, strictement rien. Au dernier jour de son procès, Tony Meillon change du tout au tout. Alors qu'il a passé son temps à atténuer son rôle dans le crime, il décide brusquement de se substituer à l'avocat général, en exigeant qu'on lui inflige la peine maximale. Je veux la perpète, donnez-moi la perpète, c'est tout, je mérite que ça. On s'est regardé, son avocat il n'avait rien dit, je veux la perpète. Coup de bluff ou tentative pour garder la main sur le procès, les jurés délibèrent à peine 1 heure. Il a été condamné à la peine prévisible, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
C'est-à-dire la peine la plus lourde qui existe actuellement en France. Le procès de Tony Meillon se termine, comme il a commencé, avec une scène incroyable. Les jurés sortent, le public est en train de sortir, puis on entend une voix, un léger filet de voix. Certains se retournent, et c'est Tony Meillon. Tony Meillon avec un léger sourire de côté qui dit « merci ». Ce merci, je peux l'interpréter comme un merci à la fois ironique, après avoir subi une peine, le verdict d'une peine extrêmement lourde, et comme aussi un remerciement d'un acteur qui a terminé un show pendant plusieurs semaines et qui a eu autant de spectateurs. Tony Meillon a fait appel de sa condamnation. Un deuxième procès aura lieu dans quelques mois. La famille de Laetitia espère alors qu'elle pourra enfin faire son deuil.